Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Et c'est un jour particulier sur les marchés. Si vous suivez l'actualité régulière, l'actualité boursière, vous le savez, le troisième vendredi du mois, c'est un jour d'échéance, une échéance mensuelle pour un certain nombre de produits dérivés, contrats futurs qui sont arrivés à expiration au cours de cette séance en Europe, notamment le troisième vendredi du mois. C'est donc un jour technique de marché avec un CAC 40 qui clôture juste sous les 5500 points. Pour le CAC 40 cash ce soir, 5495 points. Le résumé complet de la séance dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et donc, comme chaque troisième vendredi du mois, notre équipe de sorciers, les trois sorciers de Smart Bourse sont convoqués à nouveau. Le trader, le technicien, l'analyste, Romain Daubry, Jean-Louis Cussac et Philippe Béchade seront avec nous pendant une quarantaine de minutes pour débriefer cette séance particulière et le mois boursier qui vient de s'écouler, un mois qui aura été très positif. On est parti de 4500 points fin octobre pour arriver à 5500 points ce soir. La question suivante, c'est de savoir évidemment ce qu'il peut se passer dans les prochains jours et d'ici la fin de l'année. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, ce soir, on restera sur la thématique de l'investissement avec les équipes de Mon Petit Placement qui étaient avec nous à la mi-journée. Mon Petit Placement, une des nouvelles plateformes qui s'est lancée d'ailleurs cette année avec ses clients pour démocratiser l'investissement financier, et un baromètre intéressant qui a été réalisé ces dernières semaines sur le comportement des Français pendant cette crise, cette année de crise pandémique, et en savoir un peu plus donc sur les Français, les Françaises également, et l'investissement. Et c'est la cofondatrice de Mon Petit Placement que vous pourrez retrouver à partir de 19h15 dans Smart Bourse ce soir. Une séance positive de plus pour conclure cette semaine sur les marchés européens. Le CAC est quasiment à l'arrivée à 5500 points, et c'est Nicolas Pagnès donc qui nous résume chaque soir dans Smart Bourse sur Bismart la séance du jour depuis la salle de marché de Bourse Direct. Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,39% à 5495 points. Les investisseurs parisiens ont suivi les nouvelles sur le front de la pandémie aujourd'hui, tout en regardant de près les soutiens monétaires des banques centrales. Sur le front sanitaire, tout d'abord, la France semble voir les premiers résultats de son confinement porter ses fruits. Pour la troisième journée consécutive, le nombre d'admissions à l'hôpital en lien avec la Covid-19 baisse. Si Olivier Véran a rappelé que le virus circulait toujours et que la situation restait préoccupante, le confinement devrait vraisemblablement être allégé, même si l'Elysée ne souhaite surtout pas parler de déconfinement pour le moment. Le président de la République, Emmanuel Macron, prendra d'ailleurs la parole mardi prochain à 20h, et de nombreux observateurs s'attendent à ce qu'il précise quand et comment le confinement sera allégé. La question de la réouverture des commerces devrait également trouver une réponse alors que le Black Friday est officiellement reporté au 4 décembre. Aux États-Unis, la situation est plus préoccupante avec 187 000 nouveaux cas par jour. Une situation qui a poussé l'État de Californie à instaurer un couvre-feu dans la majeure partie de l'État à partir de ce samedi. L'autorité américaine de prévention des maladies a, elle, appelé les Américains à réduire leurs déplacements pour les fêtes de Thanksgiving. Sur le front monétaire, les investisseurs veulent croire à de nouvelles mesures de la part de la BCE en décembre, comme l'a annoncé Christine Lagarde hier. Une annonce d'autant plus appréciée que la mise en place du plan de relance européen est pour le moment bloquée par la Hongrie et la Pologne. Aux États-Unis, si les discussions sur les mesures de soutien reprennent entre démocrates et républicains, les investisseurs s'inquiètent de la demande de Steve Mnuchin, le secrétaire d'État au Trésor, de stopper certains programmes d'aide d'urgence de la Fed. Dans le détail, celui-ci a demandé l'arrêt au 31 décembre de plusieurs programmes mis en place par la Fed et financés par le CARES Act voté en mars dernier pour soutenir l'économie face au choc de la pandémie. Le secrétaire d'État au Trésor vise principalement 2 programmes de rachat d'obligations d'entreprise, un programme concernant des titres associés à des actifs, mais aussi des prêts aux PME ainsi qu'aux autorités locales. Steve Mnuchin souhaite d'ailleurs que les fonds ainsi économisés soient restitués au Congrès, qui pourra décider de les réorienter comme il le souhaite pour soutenir l'économie dans l'attente d'un vaccin.
Une décision qui n'a pas manqué de faire réagir la Fed, qui a déclaré préférer maintenir l'ensemble de ses lignes de crédit d'urgence pour continuer à soutenir une économie tendue et vulnérable. La Chambre de commerce américaine a elle aussi fait part de son désaccord et plusieurs voix outre-Atlantique se demandent s'il ne s'agit pas avant tout d'une tentative de bâton dans les roues dans la future administration Biden. Du côté des valeurs à présent, à la Bourse de Paris, Veolia partage une petite victoire judiciaire dans le dossier du rachat de Suez. Le tribunal de commerce de Nanterre a interdit à Suez de rendre irrévocable le dispositif de verrouillage de son pôle Eau-France. Lors des négociations entre Engie et Veolia, Suez avait en effet décidé d'héberger cette structure au sein d'une fondation aux Pays-Bas. Veolia qui gagne 2,04% ce soir, tandis que Suez s'apprécie de 0,59%. Europcar confirme de son côté vouloir poursuivre les discussions avec ses créanciers afin de réduire sa dette. L'objectif d'Europcar est de revenir à des niveaux qui lui permettraient de lever suffisamment de fonds pour traverser la période d'incertitude actuelle. Europcar qui gagne 1,83% ce soir. Et on finit avec l'agenda de lundi. Lundi, les investisseurs prendront surtout connaissance des indices PMI qui seront publiés dans la zone euro, en France mais aussi en Allemagne. Nicolas Pagnès avec nous chaque jour, tout au long de la journée, en fil rouge sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le CAC clôture à 5495 points ce soir. Le troisième vendredi du mois, c'est le jour où les trois sorciers de Smart Bourse sont convoqués. Le technicien, le trader, l'analyste. Romain Dobré est avec nous en plateau, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonsoir et bienvenue Romain. Bonjour Grégoire. À vos côtés, Jean-Luc Hussac, le trader chez Perceval Finance Conseil. Bonsoir et bienvenue Jean-Louis. Bonsoir. Et on accueille à distance, normalement, Philippe Béchade, l'analyste, le président des Éconoclastes, analyste également pour la Bourse au quotidien. Philippe, bonsoir. Bonsoir Grégoire. Merci d'être avec nous. À trois autour de la table, là, je pense qu'on a une petite centaine d'années d'expérience sur les marchés entre Jean-Louis, Philippe et Romain. On va faire le bilan de cette échéance et de ce mois boursier assez extraordinaire, Romain, mais déjà sur la journée du jour, cette journée technique des trois sorcières, qu'est-ce qu'on peut dire? Séance positive. Séance positive, séance qui s'est terminée un peu en roue libre, mais sans fléchir. C'est ça qui est quand même assez étonnant. Après, effectivement, un bond de 11,75% par rapport à l'échéance précédente. Donc, par rapport au troisième vendredi du mois d'octobre. Donc, un mouvement qui est quand même assez impressionnant. Des volumes qui sont corrects, mais pas extraordinaires pour la séance. 4 milliards, un peu plus de 4 milliards traités aujourd'hui. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a toujours du soutien de l'ensemble des valeurs. C'est toute la cote qui tient et qui paye, un peu plus technologique ce soir. Mais globalement, c'est un mouvement qui est de fond et un mouvement fort qui s'est mis en place. On arrive un peu en roue libre parce qu'on doit digérer cette accélération haussière, parce qu'on parle d'un mouvement de 11% par rapport à l'échéance précédente. Le rebond, il vient de 4500 points, même un peu moins. Et donc, on a pris 1000 points en 2 semaines. Il va falloir digérer ce mouvement-là. Tout ça, il faut savoir que ça s'est formé sur fond de contre-pied, sur fond de gestion qui était pas sur ces secteurs value, comme on dit, donc ces secteurs en retard. On a subi 2-3 électrochocs, là, ça a été très très violent. Alors évidemment, avec des événements plus ou moins importants pour les marchés, l'élection américaine, les vaccins, bien sûr, mais à chaque fois, c'était le fonctionnement du coup de booster, quoi. C'est le coup de booster, mais c'était un marché qui était prêt à le recevoir, ce coup de booster. Il faut pas oublier qu'on avait quand même fait une pause de 6 mois latérale sur l'indice parisien. Depuis le mois de juin, on ne bougeait pas, on avait un indice qui consolidait le rebond précédent, donc qui était prêt à accélérer. Et puis des investisseurs qui, je pense aussi, et des gestions qui commençaient à clôturer un peu leur book et se disant, fin ou mi-octobre, bon, l'année est pas mal, les rebonds ont été bien. Les cycliques, on verra plus tard, c'est quand même un peu risqué. On ne va pas aller mettre des valeurs qui sont très en retard ou qui ont mal performé cette année dans les portefeuilles. Et je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est joué de ce côté-là aussi. Alors, on voyait que l'automobile se comportait un petit peu mieux. En revanche, le secteur bancaire était très en retard, le secteur des valeurs pétrolières aussi. Et je crois que je suis sûr que ça a complètement rebattu les cartes et qu'on arrive dans un contexte complètement différent à un peu plus d'un mois de la fin de l'année. Et que oui, le marché n'a pas fini d'être volatile et de réserver des surprises pour l'instant. Oui. Bon, on essaiera de creuser un petit peu effectivement les scénarios qu'on peut avoir en tête pour les prochains jours, pour la fin de l'année. Vos commentaires sur cette échéance, Jean-Louis, et puis sur ces 3-4 semaines là, qui viennent de s'écouler assez spectaculaires. Ouais, c'est vraiment un mois assez incroyable. Après 37 ans de marché, vous êtes encore... le marché peut encore vous surprendre, oui, Jean-Louis. Oui, il m'a surpris. Vous êtes jeune, c'est bien. J'avais envisagé, rappelez-vous, la fois dernière, un marché chaotique.
du genre moins 5, donc plus 5, plus 5. Et là, on a fait moins 10, plus 20. C'est 2 fois plus. Donc 2 fois plus, c'est énorme. Donc, en fait, il y a une chose, moi, que je vous rappelle chaque fois, mais c'est cette volatilité de la liquidité qui est inimaginable. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde va dans le même sens au même moment parce que tout le monde reçoit la nouvelle au même moment. Donc ça crée des mouvements mais très rapides et énormes. Pourquoi ? Parce qu'en même temps, il y a ceux qui payent, mais il y a ceux qui se sont annulés. Vous avez un marché, vous avez de l'offre et de la demande, et de chaque côté, vous avez vraiment de la contrepartie. Et en un claquement de doigts, la contrepartie disparaît, et du coup, l'acheteur ou le vendeur ne rencontre plus personne. Et c'est pour ça d'ailleurs que malgré des volumes, des écarts gigantesques, les volumes ont augmenté dans ces périodes-là, mais ils ne sont pas énormes non plus. On n'a pas retrouvé on aurait pu trouver, je sais pas, des 9 milliards, 10 milliards, pourquoi pas. Mais en fait, on est resté 4, 5, 6, au plus, je crois, on a dû faire 6, quelque chose comme ça. Donc, c'est assez incroyable. Tout ça avec une volatilité implicite autour de 22, 23. Là, elle s'est calmée, elle est revenue à 20. C'est phénomène de construction, parce que vous avez à la fois les arbitrages. Moi, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de forte pression technique. Bon, ok, il y avait des contre-pieds quand même. L'idée que ça devait baisser, puis on est sorti par le bas. Et moi, je disais chaque jour, quand je regarde, je ne vois pas ce marché qui se met en situation de pouvoir se dégrader. La situation, pour moi, n'était pas en train de vraiment se pourrir. Bon, ça, c'était l'attaque du mois. C'était après la dernière échéance. On avait eu ce phénomène. Ça s'était dégonflé. À 4005, j'étais très perplexe. Je me disais, c'est bizarre que ça baisse comme ça, de cette manière-là. Ouais, je comprends. Pour moi, c'était pas de nature à dégénérer. Et puis, c'est reparti assez bizarrement, avec un contre-pied, là. Il y en a eu plusieurs. Parce qu'il y a eu la journée, on avait fini très haut. Et le lendemain, avec les élections, on est retombé à 4680. Il y a eu un trou, là, le matin. Et derrière, 4008 en 2 secondes. Donc c'est ça qui est assez incroyable. C'est vraiment ces phénomènes de construction qui gardent leur impact et qui sont vraiment extraordinairement forts en termes de pourcentage. Et on n'a pas vu ça, en effet. Moi, dans l'histoire, sauf des cas particuliers. Je racontais l'histoire de Saddam Hussein, là, mais ça, c'est des cas un peu particuliers où le marché avait fait... Il faut la raconter, Jean-Louis, parce que vous l'avez raconté hors micro, mais je ne suis pas sûr que tout le monde ait en tête l'histoire de Saddam Hussein il était 14 sur les marchés, j'entends. En 1991, il était 14h, on était sur le pit, et tout d'un coup, Saddam Hussein fait un commentaire, va faire une allocution, donc tout le monde s'arrête, c'est le silence total, tout le monde regarde la télé, et Saddam Hussein dit, en gros, on va se retirer du Koweït. Ouais. Marché prend 10%, et à la fin de la phrase, il dit à condition que les États-Unis se retirent d'Arabie Saoudite, et là, moins 12. Plus 10, moins 12, 1 minute 30. Et donc, depuis 1991, Saddam Hussein, vous n'avez pas revu le mouvement des mouvements comme ça. Non, mais c'est pour montrer que c'est quand même quelque chose d'assez phénoménal qui s'est passé. Gigantesque. Est-ce que ça change la dynamique pour la suite, Jean-Louis ? On ouvre un peu le débat, et puis Philippe va commenter dans un instant. Mais est-ce que ça change la dynamique pour la suite ? Ouais, parce qu'en fait, les gens se disent qu'après tout, le marché... Enfin, on rentre dans un moment où les gens se disent ça peut plus baisser. Vous pensez qu'on arrive à ce niveau d'optimisme-là ? Mais regardez, vous-même, Greg, vous êtes mais moi, je ne suis pas représentatif, mais non, mais je suis rien. Mais c'est important. T'es optimiste. Moi, je doute. Moi, j'essaie de coller à la réalité de l'instant. Ça dépend de l'horizon de temps. Ouais. On a vu des enquêtes auprès des investisseurs mondiaux qui montrent que le niveau d'optimisme, alors sur la croissance mondiale à venir, sur la croissance des profits pour 2021, ce niveau d'optimisme, il n'a jamais été constaté depuis 20 ans. Évidemment, mais on peut parler d'un rattrapage. Et puis les entrées de capitaux. C'est pas pareil. Ouais. Et il y a eu des mouvements d'entrée de capitaux sur les actions aussi. Les actions et les poches de cash. L'effet FOMO, le grand classique. Bon, vous avez parlé de Tesla tout à l'heure, mais non, mais c'est quand même... Bon, on va y revenir. On va revenir sur le scénario de la suite. Mais d'abord, les commentaires, les réactions de Philippe Béchade avec nous à distance, je le rappelle. Bon, sur ce mois boursier exceptionnel, je sais que vous êtes friand de statistiques, de séries mathématiques, Philippe, parce qu'il y a des choses extraordinaires qu'on peut ajouter à l'analyse, là. Oui, tout est extraordinaire. Et puis, je vais rebondir sur ce terme que vous avez employé qui est le scénario. Et en effet, on a l'impression que tout est scénarisé
depuis le 30 octobre. Donc on commence par gagner 4% à la veille des élections. Bon, on peut se dire, le marché est tellement convaincu d'un résultat clair, voire éclatant, qu'on paye l'élection de Joe Biden. Et puis arrive ce mercredi matin où rien ne se passe comme prévu. On est à moins 2% à une demi-heure de l'ouverture des marchés. Au miracle, à 9h, on ne perd plus que 0,4. Et 2 heures plus tard, on est 2% plus haut. Alors là, on se dit, on commence à plus vraiment comprendre ce qui se passe. Et puis arrive derrière l'imbroglio sur les élections et le marché gagne 4% de plus. Et là, on se dit, probablement que les choses se compliquent, mais la Fed va probablement intervenir pour tout remettre sur les rails. Et on se dit quand même, c'est quand même un petit peu bizarre. Et puis arrive ensuite le communiqué de Pfizer, et là c'est quelque chose de merveilleux, puisqu'en fait ça confirme ce que moi j'écris dans de nombreux commentaires et dans des lettres pour mes investisseurs. J'ai dit que tous les scénarios sont parfaitement écrits, et lorsque le communiqué de Pfizer tombe à, je ne sais plus quelle heure, il devait être 6 heures du matin à Wall Street, ce qui n'est jamais arrivé. Vous n'avez jamais vu une entreprise américaine publier un communiqué d'une telle importance, quand on voit la réaction des marchés, à 6 heures du matin, quand il n'y a encore personne dans les salles de marché. Donc ça tombe, et là, comme par miracle en Europe, et là j'ai regardé tout, même presque seconde par seconde, dès que le communiqué est sorti, les algorithmes ont exactement exécuté les programmes qu'il fallait pour tenir compte du contenu de ce communiqué. Le vaccin qui va tous nous sauver, 90% d'efficacité, ce qui évidemment est du pur déclaratif de la part de Pfizer, il n'y a aucune preuve scientifique, rien, mais effet de sidération, donc derrière tout le monde se met à payer. Mais c'est les premières secondes, moi, qui m'intéressent, puisque lorsque le communiqué sort, en fait, les programmes d'achat étaient déjà parfaitement calibrés pour acheter les banques, les foncières immobilières, les valeurs du secteur des loisirs, l'hôtellerie, etc. Évidemment, ça a pris moins de 3 secondes. Hein. Philippe, je suis d'accord, mais c'est très intéressant parce que c'est la réalité du fonctionnement des marchés aujourd'hui. Après, je ne sais pas s'il y a besoin d'être polytechnicien pour se dire que le jour où il y a un vaccin ou la perspective d'un vaccin efficace, on verra si le vaccin est efficace ou pas, c'est pas le sujet. Mais se dire qu'effectivement tout ce qui a souffert de la pandémie, de la fermeture des économies va remonter, oui, effectivement, ça semble assez logique et rationnel, non, Philippe ? Ah oui, parfaitement. Oui. Ça, on est d'accord sur le fond. Mais c'est sur la forme. Comment se fait-il que des programmes mettent moins de 2 secondes pour se mettre à acheter tous les titres et qu'effectivement, après, rétrospectivement, on se dit c'est tout à fait normal. Les programmes ont fait exactement ce qu'on pouvait attendre des effets d'une annonce telle que celle-là. Mais ça veut dire que tout était programmé. Et quels sont les mots-clés qui ont fait réagir les algos de cette façon? J'imagine que, je ne sais pas si une petite société de gestion dit « Ah, je pense qu'on devrait avoir un vaccin ou on devrait avoir l'annonce d'un vaccin dans quelques minutes », le marché n'aurait pas bougé. Il a fallu que ça sorte par un canal avec certains mots-clés pour activer les algos. Et puis, bien sûr, on a vu que les rachats étaient en plus de ça ciblés sur les valeurs qui étaient très vendues à découvert. Alors, les Jean-Claude Decaux, Valourec, les parapétrolières en général, on a vu des choses extraordinaires. Donc, ça veut dire qu'en fait, les programmes étaient déjà prêts avant l'annonce de Pfizer. C'est impossible autrement. Évidemment, personne n'a eu le temps en 1 seconde ou 2 secondes de programmer son algo. De totalement reprogrammer ces listes d'achat
Et en plus de ça, de le faire avec une violence pareille, c'est absolument extraordinaire. Je rappelle juste quand même qu'on savait qu'il y avait des communications prévues de Pfizer, de Moderna, d'AstraZeneca. Tous ces labos-là avaient communiqué sur des communications à venir, justement, courant novembre. Ce qui m'intéresse aussi, c'est les points que soulignait Philippe sur les secteurs qui ont été ciblés. Justement, est-ce que ce mois a renversé encore des situations du point de vue de la hiérarchie sectorielle? Est-ce qu'il y a des secteurs qui se sont renforcés, d'autres affaiblis? Est-ce que les secteurs qui étaient à terre aujourd'hui envoient des signaux de résurrection, si je peux employer cette expression, Romain? Oui, c'est très intéressant ce qui se passe sur les secteurs. On le pressentait un peu avant. Enfin, on le pressentait pas, on le voyait, c'est mesurable par un indice qui est la force relative, donc la force d'un secteur par rapport à un autre. On peut même zoomer en allant sur des valeurs entre elles, mais là, parmi les secteurs, on voit que les secteurs forts technologiques et de la santé commencent à sous-performer, et alors que les secteurs en retard et value, automobile notamment surperformait déjà depuis plus d'un mois. Les bancaires, c'était moins flagrant, et effectivement, tout ce qui était immobilier, encore moins. Mais donc, il y avait des cartes qui semblaient commencer à être rebattues. Il y avait un signal possible qui se mettait en place. Ce qui s'est passé, et ce qui est intéressant de voir maintenant, en fait, c'est comment se répartissent les choses. Et on pourrait croire que tout est basé sur la value, et donc non, il y a une participation globale des secteurs. Mais LVMH et Hermès marquent des plus hauts historiques aujourd'hui. C'est ce que j'allais dire, exactement. Pas sûr que ce soit franchement value. Exactement. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que tous les secteurs participent, et il y a effectivement toutes les histoires, et on revient à des niveaux d'économie, je ne sais pas normal, mais en tout cas de valorisation plus classique. Et donc les secteurs automobiles sont revenus à leur niveau de mars dernier. Le secteur automobile, Renault et Peugeot en tout cas, clairement. Donc ça reste value, mais c'est revenu sur les niveaux de valorisation qu'on connaissait dans le monde d'avant. Exactement. Ce qui n'est pas le cas pour les bancaires encore, qui en sont relativement loin. Donc il y a encore soit du potentiel, ou en tout cas les mêmes problèmes qu'avant pour ces secteurs-là. Donc il y a effectivement un rattrapage, et il y avait un écart qui était tel que les choses se remettent au diapason, les secteurs se rattrapent les uns les autres, mais il y a quand même la même répartition globalement. Et puis ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a les secteurs forts qui restent forts aussi, comme la construction. Il y a ceux dont on doutait avec les énergies nouvelles qui repartent de plus belle, toujours la fameuse Nextera qui continue à former de nouveaux plus hauts. Et il y a les énergies classiques qui font partie des valeurs fortes récemment. Et ça, c'est intéressant aussi. Donc ça participe aussi à ce mouvement-là. Donc Exxon, Chevron, BP, Total font partie des valeurs fortes récemment depuis une semaine. Et puis, il y a les ressources de base aussi, BHP Billiton, Rio Tinto, qui alimentent aussi ce mouvement-là. Donc, dans les secteurs forts. Et puis, il y a aussi toujours la techno. Alors, la techno au sens GAFAM, non. Effectivement, et le Nasdaq, on voit sous-performe clairement. En revanche, la techno au sens robotics et intelligence artificielle, oui. La techno sous forme économie digitale, oui. Avec des valeurs comme Trade Desk, qui plutôt, ça se passe toujours du côté des États-Unis, mais il y a d'autres valeurs qui performent et qui continuent à surperformer avec des secteurs. Dans la techno, il y a une rotation qui s'est mise en place. Voilà, il y a des valeurs en toi qui... C'est moins les méga-caps, les méga-caps habituels, GAFAM et autres, mais il y a d'autres valeurs dans ce segment-là qui rattrapent en fait. Les autres patientes et celles-ci rattrapent. Et il commence à y avoir plus de discrimination. Donc il y a un mouvement d'ampleur et global qui se met en place ici. Alors évidemment, après un rebond de cette ampleur-là, on peut être plus... prudent à court terme, et il y a effectivement quelques signaux qui invitent à la prudence pour le début de l'échéance prochaine, notamment le fait qu'on commence l'échéance du mois de décembre avec un ratio de couverture qui est moins important que précédemment. C'est-à-dire qu'on est passé de l'optimisme prudent à l'optimisme. On n'est pas du tout dans l'euphorie, on n'est pas dans l'optimisme BA, mais on a un ratio de couverture qui laisse à penser que s'il y a une alerte baissière qui se mettait en place, elle pourrait connaître une accélération un peu plus violente. Il y a un petit risque de ce côté-là. Mais ce qui est un peu normal aussi, acheter des couvertures sur les niveaux actuels, on peut comprendre que les investisseurs ne se précipitent pas et préfèrent et laissent le marché respirer un peu. Concrètement, qu'est-ce que ça peut donner comme type de mouvement Alors, on a un risque en fait baissier qui est un petit peu plus important à mon sens que haussier. Sur l'indice. Là, au lendemain de l'échéance, quoi. Enfin, je veux dire, sur l'indice CAC, ça peut être de l'ordre de 5%. Ça peut être de l'ordre de 5%. Il y a une zone qui est intéressante, 5275, 5287 sur le futur CAC 40. Je donne des niveaux précis, mais parce que c'est une zone de retracement, 275, c'est la moitié c'est le retracement de la moitié du mouvement qu'on vient de connaître. Donc c'est un niveau technique et ça correspond à un niveau de support qui est important. Si on casse un niveau technique de 5000, un peu en dessous de 5400, 5380, 5400 points. Sur le Nasdaq et le Dow Jones, c'est un peu pareil. Alors sur le Nasdaq, il y a un potentiel de hausse de 10% si on arrive à sortir de la zone de congestion dans laquelle on se trouve. Il y a un risque de retourner vers le bas du trading range, donc c'est 10% de baisse. Et si on casse ce trading range, c'est 10% de plus. Donc il y a un gain potentiel de 10 pour un risque de 20, on va dire, dans les jours ou semaines qui viennent. Donc qui se matérialise, j'en suis pas certain, mais on est obligé de le prendre en compte comme un risque un peu plus important et de voir comment va se comporter le marché. Mais ceci dit, il y a encore une fois tellement d'investisseurs en retard que le pari de la baisse, et voilà. Donc prudence dans les 5%, c'est même pas évident qu'on arrive à baisser de 5%. Il y a un petit risque. Il y a un risque. Bon.
Oui. Alors Jean-Louis, quel type de scénario là on peut envisager au lendemain de cette échéance là, avec la perspective de fin d'année aussi, qui est toujours un moment un peu particulier sur les marchés. La question qui se pose, c'est il y a un risque, oui, il y a toujours un risque, mais alors tu payes 5005 ou tu payes pas? Tu payes pas 5005. Alors, dans l'immédiat, je me mets en retrait. Et en fait, on a conservé des positions, on en a allégé certaines, et on a couvert les portefeuilles. En gros, voilà. Donc on a pris dans le micro, Jean-Louis. En gros, tu dis, j'achète sur repli. Ok. On regarde le marché, je n'achète pas systématiquement sur repli. Ouais, c'est ça l'idée. C'est que justement. Le problème, c'est quand tu poses la question aux acteurs du marché, tout le monde te dit, j'achète sur repli. Mais je vais te dire une chose, à 6000, quand j'avais dit barrez-vous, tout le monde me disait j'achète sur repli. Bon, on n'est pas du tout dans les mêmes conditions, attention, on est bien d'accord. Non, mais tout le monde disait on achète sur repli. Ah, ça, pour acheter sur repli, ils ont acheté sur repli. Bon, là, le problème, c'est comment on fait pour gagner de l'argent avec un risque mesuré. C'est la grande difficulté, parce que si tu shortes, où est-ce que tu coupes? Donc tu vas te couper tout le temps, parce que pas de figure de retournement. Tu fais des fausses sorties, tu n'as pas de signal de vente, tu n'as rien du tout. Et j'achète sur repli, ok. Alors le repli, toi tu dis la moitié du dernier, mais c'est la moitié du dernier tracement. Alors, parce qu'il y a 4005, 5000, et tu as pris 5000, 5005. Je vais donner une précision, parce que je ne dis pas que j'achète sur repli. J'ai dit que j'observais un niveau de retracement. J'achète jamais systématiquement sur un niveau. Le principe, c'est d'observer le marché et de voir comment il se comporte à ce moment-là. Et ce niveau-là sera intéressant. Et on verra si le marché s'arrête là et si une figure de retournement se met en place. Pour l'instant, déjà, on n'a pas de figure de retournement baissière. Première intention, tu es acheteur potentiellement, on est d'accord, quoi. Ah, globalement, alors, voilà, c'est pour ça qu'il faut préciser l'horizon de temps. Court terme, je suis méfiant. Moyen et long terme, je suis acheteur. Et donc, Jean-Louis, alors, s'il y a des acheteurs potentiels. Moi, ce que je constate, c'est quoi? C'est une baisse de la volatilité implicite. On est tombé à quoi? 20, 19, 20 là, ce soir. Bon, on vient de 30, 40, enfin ok, mais 19, 20 c'est cher par rapport à l'époque où on était à 10, mais c'est moins cher que ce qu'on était il y a quelques temps. La seule façon que je vois, moi, de travailler, c'est achat de call avec des vols à 18 sur des out the money du 5006 avec des deltas de 0,4, 0,3, bon, des choses comme ça. Non, mais bon, voilà. Oui, donc des stratégies optionnelles. Stratégie, j'achète le call, je vends le futur. D'accord. Et si on a fait ça depuis mardi, on a déjà eu des retracements de 50 points, des marchés peu denses. Peu dense, ça veut dire quoi? Ça veut dire que hier soir, c'est ce que je me demandais, il m'a dit oui, on a vu ça, mais on était à 5470 sur le futur. En une seconde, on a fait 5510 et on est revenu à 5470. Au début, j'ai cru que c'était une erreur, mais le problème, c'est qu'à 5503, on a vendu. Mais c'est quoi ce truc-là? Ce qu'on appelle un gros doigt, peut-être, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai regardé, il s'est fait 272 contrats, je crois, un truc comme ça. Mais vous vous rendez compte, ça veut dire qu'il n'y a rien dans le carnet, quoi. 510, 470, 510, 470. Donc là, bon, ok, 17h50, mais quand même, il y a un truc qui cloche, là, si vous voulez. Et donc, qu'est-ce qui peut se passer? Donc, là, ça va se dégonfler. On peut avoir des marchés qui vont continuer d'être un peu chaotiques. L'euphorie dure qu'un temps. Enfin, je veux dire, à un moment donné, les forces de rappel de l'économie, vous savez, à court terme, les forces techniques sont extrêmement puissantes. À long terme, les forces de rappel de fond reviennent. Je sais pas, pour l'instant, l'économie reprend ses droits. Trump s'accroche. En fait, Trump s'accroche à son siège. Il a en fait, il a adopté un peu la politique de la terre brûlée là. Quand on parlait de ça avant, quand on était vers 4007, 4008, on disait oh là là, mais ça C'était un scénario noir. C'était un scénario noir. Aujourd'hui, tout le monde s'en moque. Le problème, c'est qu'à un moment donné, le doute va revenir. Alors, ces phénomènes de liquidité extrêmement volatiles vont pour moi se poursuivre. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'on est obligé, si on veut tenter de gagner de l'argent, parce qu'on peut ne rien faire aussi, mais de servir des options, voilà, dans ces stratégies. Stratégie optionnelle. Philippe Béchade, on vous retrouve à distance, je le rappelle, avec nous. Merci d'ailleurs. Philippe, qu'est-ce qui peut se passer désormais? Je pense que là, il faut observer et essayer de comprendre, puisque nous n'avons pas de précédent historique. Ce mouvement de 1000 points du CAC, alors certes, on a eu 20% de hausse du 18 mars au 26, mais là, on n'était pas sur un creux historique. Donc là, on repart comme une balle depuis des niveaux qui, on va dire qu'en termes de valorisation par rapport aux perspectives économiques, le CAC n'était pas forcément très bon marché à 4005, avec une perspective de reconfinement, avec des banques centrales qui dispensent un discours toujours assez prudent. Et il faut se rappeler qu'en début d'année, on était à 6100, 6110.
avec une perspective de croissance de 1,2, 1,3. Et là, on se retrouve avec du moins 11, moins 12, qui sera peut-être corrigé par du combien ? Plus 6 en 2021. Moins 12 plus 6, plus peut-être encore 0, plus 5 en 2022. On va mettre beaucoup de temps à retrouver un ratio capitalisation sur PIB équivalent à ce qu'on avait en début d'année. Or, aujourd'hui, à 5005 sur le CAC, par rapport aux perspectives de PIB à 12-18 mois, pour moi, on se paye extrêmement cher. Et que dire des indices US au sommet absolu, avec moins 4 en 2020 et plus 4. Alors bon, la Maison-Blanche préférait parier sur plus 5 en 2021. Néanmoins, par rapport à fin 2019, on est sur une quasi-stagnation du PIB américain et on est sur des performances de 25, 30, 35% sur le Nasdaq. Au niveau de valorisation, c'est phénoménal. Aux États-Unis, on est même à un ratio de 175%, donc ratio capitalisation sur PIB. Et en 2000, en pleine bulle des dot-com, on était complètement ébahis de voir le ratio atteindre 138%. C'était une folie qu'on n'avait jamais vue, même en 29, on n'avait jamais vu 138%. Philippe, parce que là, les références historiques, effectivement, elles peuvent faire peur, mais le monde est très différent aujourd'hui. Si voilà, avec les métriques de valorisation que vous nous mettez sous les yeux, Philippe, qu'est-ce que ça veut dire du point de vue du marché ? On peut avoir une petite baisse, une grosse baisse, à nouveau un crack. Est-ce que c'est envisageable ou est-ce qu'au contraire, ça peut continuer par peur de rater la hausse ? Alors, donc on est en mode FOMO depuis le 9, et étant donné qu'on a une hausse totalement atypique, si derrière elle doit être corrigée, j'éviterai vraiment de m'avancer sur un quelconque scénario parce qu'on ne sait pas ce qui peut se produire. Moi, ce que j'observe, c'est que la fameuse séance du 9, entre 12h45 et 13h15, le CAC passe donc de 4008 à 5350 et on était à 2,3 milliards. 5050. De 13h15 à 17h35, on gagne 50 points de plus avec 6 milliards échangés. Autrement dit, on a gagné les premiers 6% avec moins de 1,5 milliard. Et ensuite, on est resté bloqué à 5004 avec 6 milliards. Et le lendemain, on remet 8 milliards et demi. Et là, le CAC ne bouge plus. C'est quand même extraordinaire de constater qu'il y a, comme on dit, d'énormes flux rentrants et qui sont bloqués de façon aussi, je ne sais pas si on peut employer le mot efficace, mais de façon aussi obstinée sur des niveaux tels que 5450, 5500. J'ai l'impression qu'on pourrait même rajouter 50 milliards, ça passerait pas. Donc, on nous parle des 90% d'opérateurs qui sont maintenant tout full boule, qui sont tous à courir après le papier, mais qui y a-t-il en phase 2 pour servir 35, 40 milliards en l'espace de 2 semaines sans que le marché bouge, en quelque sorte. Donc, voilà. Il y a une disproportion entre le nombre d'acheteurs déclarés et ils trouvent en face d'eux tout le papier qu'ils veulent, en fait. Réaction, remarque rapide, je veux qu'on dise après un mot du Bitcoin et de Tesla aussi, avec l'arrivée au S&P 500 prévue en décembre. Romain. Pour cette séance-là, effectivement, il y a eu un volume énorme et le CAC n'a pas bougé. Mais la séance Pfizer, hein, bien sûr. Le lendemain où le CAC n'a quasiment pas bougé, 1,5% de hausse, c'était quasiment rien par rapport à la veille. Et il y avait un volume énorme, mais effectivement, il y avait une rotation sectorielle qui se faisait au cours de la séance. C'est-à-dire qu'on vendait les technos et on achetait tout ce qui était value. Et c'est ça qui justifiait aussi une grosse part du volume pour cette séance-là. D'où le fait que le CAC est stabilisé, parce qu'on avait vraiment une asymétrie complète sur les valeurs sur l'indice. Ouais. Jean-Louis, rapide. Je pense qu'il y a eu beaucoup de dérivés de tournée. Moi, je pense que en face des options, des futurs, des paniers. Moi, j'ai vu beaucoup de paniers. Et puis après, quand Philippe donne ces chiffres, il faut penser que nous, ce qu'on regarde, enfin, ce que le public aussi voit, c'est le CAC 40.
Mais le CAC 40, c'est LVMH qui pèse 10%, Sanofi, Total. Vous voyez, et ils vont ressentir les problèmes économiques beaucoup moins que le français moyen, ça c'est certain. Ou l'entreprise. Donc, c'est vrai que tout est possible sur ces indices. Bon, là, il y a un manque de visibilité déjà sur le plan fondamental. Et donc sur le plan technique qui vient en rajouter, sur les surprises que ça amène, les perturbations, les phénomènes de confusion, etc., etc. D'où le Bitcoin. Philippe Béchat, je vous repasse la parole sur le Bitcoin. Alors je sais pas, je mettais dans ma petite note que je vous ai envoyée, est-ce qu'on approche d'un moment Nabila? C'était il y a 3 ans, c'est ça? On avoisinait les 20 000 $ sur le Bitcoin. Bon, on est quasiment revenu sur ces niveaux, là, entre 18 et 19 000 $ pour le Bitcoin au moment où on se parle. Philippe, déjà, est-ce que le statut a changé? Est-ce que au fur et à mesure de cette année, est-ce que le Bitcoin, qui a été plus que doublé, je crois, a gagné un statut différent auprès de la communauté large des investisseurs? Je réponds oui, puisque désormais le Bitcoin est reconnu comme un moyen de paiement par PayPal et bien d'autres intermédiaires, tel Visa et d'autres très très importants. Donc on reconnaît aujourd'hui que le Bitcoin devient une unité permettant de régler des achats. Ça n'en fait pas une monnaie, mais ça en fait quand même quelque chose comme, par exemple, un chèque restaurant ou un chèque cadeau qui permet de payer un intermédiaire qui, bien sûr, derrière est obligé de revendre son Bitcoin immédiatement. Vu la volatilité. Alors, ce que l'on voit là depuis le mois d'août, c'est une décorrélation du Bitcoin avec Wall Street, avec l'or, avec un petit peu tout ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'en fait, je l'analyse de la façon suivante, pour que le Bitcoin se décorrèle de cette façon, ça veut dire qu'il y a énormément de hot money. Donc cette haute monnaie a permis d'atteindre des records absolus sur le Nasdaq le 2 septembre. Et puis ensuite, on a vu d'autres rotations se faire. Mais sur le Bitcoin, là, le graphique, c'est un copier-coller de la période septembre-décembre 2017. On passe là de 10 000 à 18 000, peut-être au rythme actuel 20 000 d'ici lundi. Donc on est vraiment revenu, c'est un copier-coller. Donc je dirais que là, les algos se sont également remis en marche. Et derrière, évidemment, vous avez des tas de petites justifications, comme ce milliardaire mexicain qui prétend avoir mis 10% de sa fortune, de son patrimoine en Bitcoin. Allez vérifier, évidemment c'est invérifiable, mais l'impact psychologique est absolument majeur et tout le monde y va, parce que c'est l'actif sur lequel le momentum est le plus haussier du moment. Mais je pense que c'est une des résultantes de tout l'argent injecté par les banques centrales, qui pour l'instant ne provoque aucune inflation, parce que l'argent ne tourne pas, ne circule pas. L'argent s'en va directement dans des actifs financiers et le Bitcoin en fait partie. Et maintenant, il entraîne d'ailleurs dans son sillage des Ethereum et autres Ripple. Voilà, donc ça y est, c'est vraiment pour moi une vague spéculative, mais avec quand même pour le Bitcoin ce caractère presque aujourd'hui d'honorabilité que confère donc être un moyen de règlement, si tant est qu'un jour on puisse imaginer que le Bitcoin puisse devenir plus que cela. Romain, est-ce que vous le vivez là chez Bourse Direct, cet emballement à nouveau, cette vague spéculative, comme dit Philippe Béchat, autour du Bitcoin et des autres cryptos qui suivent? Oui, mais pas de la même façon qu'au cours de la première vague. Au cours de la première vague, c'était vraiment de la spéculation. Il y avait vraiment, on sentait du FOMO. FOMO, c'est Fear of Missing Out. Quand on a peur de rater la hausse et qu'on achète à tout prix. Et que voilà, des investisseurs, on s'ennuyait d'ailleurs un peu sur le CAC 40 à ce moment-là. Le futur CAC 40 ne bougeait pas beaucoup et les investisseurs cherchaient des alternatives et des choses qui bougent. Et donc, il y a effectivement
des investisseurs sur futur qui nous appelaient en demandant comment ils pouvaient faire pour traiter le Bitcoin, parce que ça avait l'air plus intéressant. Là, ça s'intègre à des gestions globales. Ça devient une alternative. C'est ça qui est intéressant et qui le rend beaucoup plus crédible, beaucoup plus sérieux. Alors, je ne suis pas spécialiste du Bitcoin en soi. Après, il y en a effectivement beaucoup. Je pense que c'est intéressant de le regarder aussi sous forme de panier et d'essayer de diversifier, parce que je pense qu'il y aura, c'est sûr, il y aura des gagnants et des perdants dans toutes ces crypto-monnaies. Le Bitcoin coûte quand même relativement cher à miner. Il y a tous ces critères. Des paniers de crypto, vous dites, c'est ça, pas juste Bitcoin. Pas juste le Bitcoin. Et là, il y a des structures qui sont vraiment intéressantes sur des indices de crypto-monnaies qui sont pas mal et qui donnent des figures de retournement haussières de long terme. Et je pense qu'il faut le voir comme un actif complémentaire. Alors, c'est pas un actif refuge, c'est plutôt une alternative. Je l'ai comparé par rapport à l'évolution du Dow Jones au cours des derniers mois. Il a évolué à peu près comme le Dow Jones, c'est-à-dire que crise Covid, il a baissé à peu près. Alors évidemment, volatilité 10 fois supérieure. Oui, bien sûr. Mais si on le prend sur un graphique logarithmé, c'est-à-dire qu'avec des proportions qui sont des échelles qui sont alignées, ils ont à peu près le même genre de comportement, sauf depuis mi-octobre où effectivement le Bitcoin et les crypto-monnaies globalement surperforment largement l'indice. Donc je pense que c'est une alternative. Et quand les marchés sont un peu topiches, un peu bloqués en haut, comme c'est le cas aux États-Unis depuis quelques semaines, eh bien c'est un actif qui intéresse les investisseurs. Ça se déverse, quoi. Il y a moins de vent dans les voiles sur les indices actions américains, sur le Nasdaq, et donc on se redéverse sur d'autres marchés, et le Bitcoin en fait partie. C'est ça, c'est un peu la pétole sur les indices américains, ça bouge plus, et donc on cherche des actifs. Et manifestement, le Bitcoin et les crypto-monnaies en général, puisque c'est un ensemble, encore une fois, qui fait l'objet d'intérêt, qui bouge. Donc oui, il se passe quelque chose, et puis ça s'analyse graphiquement, très proprement. Aussi aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant. On a des figures en rounding bottom, donc sur des arrondis, qui sont des figures de retournement haussières puissantes et longues, qui se mettent en place donc sur ces paniers. Et on a des objectifs précis, 19 393 sur le Bitcoin, à mon avis, ça va être une cible intéressante, elle est proche. Il y a 22 595 qu'on pourra surveiller. Puis on peut s'amuser à faire des extensions aussi. Voilà, on a des cibles qui donnent à plus de 50 000 après, il n'y a plus de prix, de toute façon. Oui, c'est univers fini, 21 millions de Bitcoin. Voilà, mais avec des cibles graphiques et techniques qu'on peut mesurer et qu'on peut envisager. Donc c'est vraiment un actif comme un autre, à prendre avec évidemment beaucoup de parcimonie, compte tenu de sa volatilité notamment, mais qui fait l'objet d'intérêt chez les investisseurs, qui sont des investisseurs et pas des traders ou des spéculateurs. Jean-Louis, ça s'excite sur le Bitcoin. Enfin, il y a sur un marché plus traditionnel de devises, le Forex, l'euro-dollar, là, ça s'excite pas du tout. Il se passe plus rien. Ah non, là, c'est la misère. Non, mais bon, peut-être qu'ils attendent des nouvelles sur le Brexit, sur justement l'avancée. C'est normal que l'euro-dollar bouge pas dans une période comme on vient de vivre. J'en sais rien, c'est une question. Déjà, l'orientation reste haussière. Ouais. Moi, j'ai fait systématiquement acheter sur des repliques sur le 1,1625, la 15. 25, 1,1625, 1,1615, là on a pu acheter dans de très bonnes conditions. J'avais écrit qu'il y avait certaines... Enfin, on disait qu'il y avait de l'intérêt important. Sur ces niveaux-là. Ouais, vraiment de la recherche, non pas par des spéculateurs, mais bon, un vrai intérêt pour acheter de l'euro. Après, on dit également, il y a des analystes qui disent que à terme, le dollar va baisser, qu'on devrait revenir vers un 24, etc., etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être que c'est le Brexit, peut-être que c'est les élections. Là, il faudrait clôturer quand même la fin de Trump. Voilà, c'est vrai qu'il ne se passe pas grand-chose. J'ai appelé aujourd'hui et des copains m'ont dit, bon, écoute, là, franchement, on ne fait rien. Moitié du volume habituel, pas beaucoup d'intérêt. Est-ce que Forex sont au repos, quoi. Ouais, sinon, sur Bitcoin, en une seconde. Bien sûr, allez-y. Alors, Ripple, déjà, n'a pas fait grand-chose. Moi, j'en ai un peu. Alors, justement, je regardais comment ça valait. Je n'avais pas regardé 0,31,5. Là, c'est pas terrible. Et alors, juste une petite anecdote. Moi, au mois d'août, un ami m'appelle. C'est un jeune. Il doit avoir 23 ans. Il est dans le secteur de la crypto, je crois que depuis qu'il a 10 ans. Enfin, c'est un cas particulier. C'est un garçon très brillant, qui a une certaine forme d'intelligence assez incroyable. Et il me dit, voilà, il se reconnaîtra s'il nous écoute. On ne sait pas qui c'est. Donc, allez-y, voir. Donc, et il me dit, écoute, Jean-Louis, j'ai de l'intérêt énorme. On cherche du Bitcoin pour des milliards. J'ai un client, etc. Est-ce que tu aurais moyen, tu sais ce qu'on peut faire en gré à gré, etc. Et donc, il me dit, je pense que ça va exploser à la hausse. Donc, c'est en août, on était à quoi, 10 000, c'est ça, ouais. Ah ouais, même pas, comme ça. Et il me dit, voilà, il y a quelque chose qui se passe, et donc, je pense que ça va monter, etc. Bon, moi, j'étais en train de me reposer un peu, j'ai dit, OK, très bien. Mais manifestement, il avait raison, et manifestement, en effet, cette hausse est très différente de celle qu'on avait connue la fois dernière. Ah oui. Rien à voir. D'accord.
Bon, pour conclure, Philippe, il nous reste 1 minute 30. Philippe Béchade, je vous laisse conclure peut-être sur Tesla. Là aussi, ça aura été une des nouvelles de la semaine. Après une première déception, c'était il y a quelques mois sur le fait que Tesla devait intégrer le S&P 500 et puis ça s'était pas fait. Là, cette fois, c'est fait et ça aura lieu le 21 décembre prochain. Est-ce que ça change quelque chose pour le momentum spectaculaire du titre Tesla cette année ? On ne va pas tarder à le savoir. Alors, bon, c'est quand même un très très gros morceau. Inclure dans le S&P une valeur qui est valorisée maintenant autour de 500 milliards, c'est du jamais vu. Donc, on va peut-être le faire progressivement. Alors, ce n'est pas d'hier, évidemment, que les gestions achètent Tesla en vue de son introduction, puisqu'en fait, les profits qui ont été extraits un peu miraculeusement, finalement, ils ont bien été validés, c'est-à-dire que les bidouilles comptables de Tesla, c'est passé comme une lettre à la poste. Hein. Alors, c'est pour moi qui parle de bidouilles comptables, hein, ce sont les experts de Berkshire Hathaway, hein, c'est-à-dire les grosses têtes qui entourent Warren Buffett, qui disent que les comptes de Tesla sont une fraude et que si on se penchait vraiment dessus, jamais on n'aurait pu valider le fait que Tesla faisait des bénéfices. Bénéfices qui d'ailleurs, je le précise, et ça c'est pas une anecdote, hein, ça on le sait, qu'ils sont tout simplement équivalents à l'impôt négatif encaissé par Tesla. Tesla ne paye non seulement pas d'impôt, mais est subventionné par le contribuable américain et par des tours de passe-passe comptables font apparaître ces subventions comme des profits, alors qu'il n'y a pas de profit. Donc il y a eu une espèce de mansuétude immense sur la présentation des comptes de Tesla et je pense que personne d'autre n'aurait pu espérer accéder au S&P 500 en présentant ses comptes. Voilà. Donc maintenant, est-ce que l'histoire est terminée ? Est-ce qu'à $500, ce sera... les gérants ont maintenant rééquilibré leur portefeuille virtuel ? On ne va pas tarder à le savoir. Bon, entrée prévue le 21 décembre, ça restera une histoire atypique de A à Z, effectivement, ce phénomène Tesla, 400% de hausse cette année, et l'entrée au S&P 500 confirmée pour le 21 décembre. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été à mes côtés pour ce 3e vendredi du mois. Les sorciers de Smart Bourse, Philippe Béchade qui est avec nous à distance, la Bourse au quotidien, président des Éconoclastes également, Romain Dobré en plateau à mes côtés, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct, et Jean-Louis Cussac. Merci à vous, messieurs. Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil. Évidemment, le CAC, ce soir, je vous rappelle, le CAC 40 Cash qui clôture à 5495 points. Les Français et l'investissement, les Français, les Françaises et l'investissement. On en parlait aujourd'hui dans Smart Bourse à la mi-journée avec Margot Bellade, la cofondatrice de Mon Petit Placement, une plateforme de plus dans le paysage de l'investissement financier qui permet d'accéder à des produits d'investissement financier sélectionnés par les équipes de Mon Petit Placement. Margot va vous redonner les quelques éléments clés pour présenter la société et surtout ce baromètre qui a été effectué ces dernières semaines pour prendre un peu le pouls de l'ambiance chez les Français, chez les épargnants français et leurs attentes et leurs comportements en matière d'investissement avec une section spéciale autour de l'investissement au féminin. Je vous propose de revoir donc Margot Bellade qui est avec nous à la mi-journée dans Smart Bourse, cofondatrice de Mon Petit Placement. Placement, on est parti d'un constat, c'est que la majorité des épargnants ils sont souvent orientés vers des produits d'épargne classiques, en fait, et ils sont peu informés sur les mécanismes financiers. Et donc nous, on essaye d'allier le digital avec une inscription et un suivi des placements qui est ultra simplifié. Mais c'est pas parce qu'on est 100% en ligne qu'on va perdre le côté humain. Et donc, on souhaite vraiment mettre de la proximité dans notre solution, puisqu'une fois que les utilisateurs ont rempli le formulaire d'inscription, on les accompagne dans leur stratégie de placement et on leur fait un conseil sur mesure qui correspond à leur profil. Et puis, on reste là pour les guider quand ils ressentent le besoin durant toute leur vie de leur investissement. Et donc, aujourd'hui, on a plusieurs milliers d'inscrits, dont 1500 clients qui ont finalisé l'ouverture de leur compte. Et donc, c'est un chiffre qui cesse de s'accroître, donc on est très contents.
On est content de vous suivre sur cette dynamique-là, Margot. Ce qui est aussi intéressant dans le modèle de Mon Petit Placement, c'est que vous faites une sélection d'offres, et je dis bien une sélection assez précise, justement, des différents supports, des fonds sur lesquels vous proposez à vos clients de placer une partie de leur argent. Pas besoin d'avoir une offre pléthorique de ce point de vue-là, Margot. Exactement. C'est pour ça qu'on simplifie l'offre. En fait, nous, les utilisateurs, c'est des utilisateurs qui sont peu initiés et donc ils n'ont pas envie de se retrouver sur un site avec plein d'actions, plein de produits à acheter, etc. Et on simplifie considérablement l'offre et on leur donne ce conseil en fonction de leurs objectifs et de besoins. Bon, accès aux meilleurs fonds de la place, hein, c'est ce qu'on pourrait dire effectivement pour présenter Mon Petit Placement. Margot, première année d'exploitation et premier baromètre évidemment que vous avez publié, je crois, au mois d'octobre, un baromètre sur les attentes des Français, les comportements des Français vis-à-vis de l'investissement financier. Au terme d'une année qui a été quand même particulière, on aura peut-être l'occasion de dire un mot de tous ces nouveaux entrants sur les marchés financiers, sur les marchés boursiers notamment. Qu'est-ce que vous a appris ce baromètre, Margot ? Alors déjà qu'il y a des placements qui varient en fonction de l'âge et du lieu de vie. En général, les utilisateurs chez Mon Petit Placement vont placer 16% de leur patrimoine. Et ils ont un montant initial qui évolue à la hausse en fonction de l'âge. Donc pour faire simple, plus on est âgé et plus on a d'argent à placer. Et puis on voit des disparités aussi en fonction des régions, en fonction du salaire moyen. Par exemple, on investit plus en Île-de-France que dans les Hauts-de-France. Quand vous dites effectivement les placements varient en fonction de l'âge et du parcours de vie, est-ce que ça veut dire que les Français ont ce rationnel de mettre face à leurs objectifs de vie une certaine stratégie d'investissement ou une certaine stratégie de placement? Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre, Margot? Oui, alors on voit qu'il va avoir des objectifs différents en fonction des moments de vie. Par exemple, avant 30 ans, on a 43% de nos utilisateurs qui veulent épargner pour un projet immobilier. Une fois les 30 ans passés, on voit que cet objectif-là n'est plus évoqué puisque souvent ils ont fait leur premier achat. Et puis on voit qu'il y a d'autres priorités aussi quand on s'approche de la quarantaine où là, les utilisateurs vont avoir tendance à vouloir préparer leur retraite pour presque la moitié de nos utilisateurs qui ont 40 ans. Les Français et la prise de risque, qu'est-ce qui ressort de ce baromètre on va dire, dans l'imaginaire collectif, on sait que les Français sont frileux quand il s'agit de placements financiers, notamment sur les marchés financiers. Est-ce que c'est toujours aussi vrai, Margot ? Alors, c'est vrai qu'on a la réputation en tant que Français d'être champion de l'épargne, mais pourtant, on a une appétence au risque qui est plus importante qu'on peut croire, puisqu'il y a environ 70% de nos utilisateurs qui investissent dans une part de risque plutôt conséquente, et on n'a que 5% qui ont un profil de risque prudent. Ça veut dire quand même que l'investisseur ou l'épargnant qui franchit le pas et qui est prêt, qui accepte les risques des marchés financiers, il a plutôt envie justement d'aller au bout de la démarche, d'aller au bout de la logique. C'est ça, Margot ? Exactement, c'est bien ça. Il a un profil de risque bien dynamique lorsqu'il souhaite se lancer. Bon, qu'est-ce que vous avez appris des nouveaux investisseurs là qui sont entrés? Alors vous êtes lancé en début d'année, enfin les premiers clients sont arrivés en début d'année. Est arrivé évidemment le krach de marché de février-mars avec, on l'a beaucoup commenté dans les différents médias économiques et financiers, l'afflux de nouveaux entrants, notamment sur le marché boursier. Alors il y a deux façons de voir les choses. Voilà, ceux qui se disent ce sont des jeunes. Voilà, une fois qu'on a joué aux jeux vidéo pendant tout le confinement, on se tourne vers la bourse pour le côté un peu ludique, casino, éventuellement du marché boursier. Et puis il y a peut-être une manière un peu plus long terme de regarder les choses. Qu'est-ce qui ressort effectivement de cette nouvelle clientèle que vous avez captée en partie, j'imagine, Margot, hein? Effectivement, on voit qu'il y a deux groupes d'individus pré-crise et post-crise. On voit qu'on a eu un niveau d'expérience financière qui était plus faible lors de la crise du Covid. Avant, on avait de l'ordre de 50% de gens qui se considéraient comme experts. Désormais, on est de l'ordre de 30%. Et une appétence au risque qui est pas mal, mais qui a quand même un peu diminué. Avant, on était sur 75% de gens qui étaient en profil de risque dynamique. Aujourd'hui, on est passé à 55%. Donc, on voit que la crise, en fait, a poussé les particuliers moins expérimentés à se lancer en bourse, alors qu'il y avait quand même de grosses fluctuations sur les marchés. Ouais. Et ils ont envie d'y rester, ils ont envie de se dire que c'est du moyen long terme, que c'est un placement et que c'est pas juste du casino. Est-ce que entre le moment où on y va et puis quelques mois après quand on fait le bilan, est-ce que l'état d'esprit a changé chez ces clients-là ?
Alors, on a de la chance, on a des clients qui sont plutôt fidèles. On voit que, par contre, il y a des disparités entre les âges. Encore une fois, les moins de 30 ans, ils vont placer sur une durée de l'ordre de 4 ans. On est sur du 6 ans pour les 40-49 ans. Donc, c'est pas non plus du 20 ans, mais on est plutôt pas mal. Bon, votre enquête, votre baromètre, mon petit placement confirme également ce qu'on savait déjà, mais c'est toujours intéressant d'y revenir, Margot, c'est que l'investissement, le placement financier dans un ménage, et même généralement, c'est quelque chose qui reste très masculin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet, Margot ? Effectivement, on a fait une étude et donc chez mon petit placement, il y a 16% de nos clients qui sont des femmes. Donc ça me fait très mal de dire, mais c'est le cas. En France, c'est à peu près 2/3 des femmes qui épargnent et elles sont seulement 25% à investir, donc ça reste quand même très faible. Et quand on dit qu'elles investissent moins que les hommes, ça veut dire plusieurs choses. Bon, déjà qu'elles sont moins nombreuses à investir, mais aussi qu'elles placent des montants qui sont moins importants et qu'elles consacrent aussi une plus faible partie de leur patrimoine aux investissements, puisqu'on voit aujourd'hui qu'il y a à peu près 71% du patrimoine d'une femme qui n'est pas investi. Comment on explique cette situation, Margot là ? Quels sont les... Alors, je sais pas, je parle de blocage, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais qu'est-ce qui bloque justement, qu'est-ce qui empêche que cet investissement soit plus féminin aujourd'hui qu'il ne l'est ? Alors, il y a 3 grandes raisons. La première, c'est que les femmes, elles se sentent moins confiantes pour investir. Seulement la moitié se sentent à l'aise dans la gestion de leurs investissements, alors que pour les hommes, c'est de l'ordre de 68%. Ensuite, les femmes, elles ont tendance à croire qu'elles ont une éducation financière qui est plus faible que les hommes, et du coup, ça peut faire ce fameux blocage, comme je vous l'ai dit, Grégoire. Et donc, elles sont nombreuses à estimer qu'elles devraient en connaître davantage pour investir plus. Et donc, c'est un de mes combats personnels de dire aux femmes, lancez-vous, arrêtez d'avoir peur. Et dernier point, c'est qu'elles vont avoir tendance à déléguer ça à leur conjoint. En fait, il y a des études qui ont montré que dans la répartition des finances du couple, les hommes, ils vont plus avoir tendance à s'occuper de la banque, des finances, alors que les femmes vont s'occuper du budget du quotidien. Qu'est-ce qui peut permettre de changer ça, Margot, puisque c'est votre combat personnel ? Et qu'est-ce qui peut permettre de changer ça ? C'est déjà pour les femmes de connaître en fait les notions de base pour relever cette crainte de se lancer, de commencer à investir tôt et de cesser d'arrêter de réfléchir, est-ce que c'est le bon moment, etc. Et aussi de se faire accompagner pour investir. Et par exemple, chez mon petit placement, on a vraiment une approche par objectif, peu importe, on n'a pas une approche genrée. Et je pense que ces 3 points peuvent permettre aux femmes de se lancer. Est-ce qu'il y a une question de génération ? Est-ce qu'on retrouve dans les jeunes générations un appétit chez les femmes plus important que dans les générations précédentes pour investir, ou en tout cas pour gérer les placements financiers, que ce soit en solo ou au sein d'un ménage d'ailleurs ? Oui, alors déjà, il faut rappeler que c'est depuis 1965 que les femmes ont le droit d'ouvrir un compte bancaire à leur nom et sans le consentement de leur mari. Donc c'est quand même plutôt récent, mais il y a quand même des choses qui ont énormément bougé avec l'éducation financière, avec le fait que les femmes travaillent aussi. Et donc on voit une tendance plutôt à la hausse qui est plutôt positive. Bon. Et pour conclure, effectivement, vous le disiez d'un mot, mais il faut le rappeler, elles ont des qualités en tant qu'investisseurs quand elles gèrent les placements financiers. Là aussi, je ne sais pas si c'est très documenté, mais on l'imagine souvent, on nous explique que les femmes sont meilleures quand il s'agit justement d'investir en bourse ou ailleurs que les hommes. C'est ça. En fait, à prise de risque égale, les femmes affichent de meilleurs résultats boursiers. Il y a des différences de comportement entre la jante masculine et la jante féminine. On voit que les femmes ont une approche plus long terme que les hommes. Elles vont avoir tendance à investir dans des objectifs long terme, alors que les hommes vont vouloir faire des bonnes affaires plutôt sur le court terme. Elles ont une approche aussi qui est plus rationnelle. Elles vont diversifier leurs placements, alors que les hommes, il y a des études qui montrent qu'ils ont tendance à maximiser leurs profits et donc à se concentrer sur une seule classe d'actifs. Et aussi, elles ont un meilleur contrôle de leurs émotions. Elles sont plus patientes et donc elles vont avoir moins de transactions impulsives. Elles vont plutôt laisser passer les orages pour être fidèles à une approche long terme. C'était Margot Bellade, cofondatrice de Mon Petit Placement, qui était avec nous aujourd'hui dans les éditions Smart Bourse sur Bismart. Très bon début de soirée, bon week-end. On se retrouve lundi 12h30 en direct sur Bismart.